En termes d'adaptation, ils sont au-delà de tout le monde, les serpents. Donc au final, ils ont une intelligence qui est monstrueuse, mais pas à proprement parler par rapport à ce que nous, on peut la visualiser, la palper. Donc c'est pour ça que c'est pas évident pour moi. Mais je pense qu'on a la même vision, effectivement. Comme tu dis, une mouche intelligente, il n'y a pas plus intelligent qu'une mouche. Elle a une faculté d'adaptation de fou, la mouche, c'est monstrueux. Les fourmis, c'est l'être le plus intelligent. Pourtant, on va pas lui demander de faire un numéro de cirque. Et sur les thériophiles, j'aime justement appuyer là-dessus en leur disant, en mettant directement le fait qu'ils soient bêtes, la personne n'attend rien d'eux. Parce que s'ils commencent à attendre des choses d'eux, là, c'est là que c'est compliqué. C'est-à-dire qu'ils vont chercher le contact, ils vont chercher, je vais dormir avec, il a besoin que je sorte. Donc, en fait, il vaut mieux leur dire, c'est plus de l'observation au même titre qu'un poisson. Si je commence à leur dire que l'intelligence est la faculté d'adaptation d'une espèce, j'ai des gens avec du sang qui sort des oreilles. Rémi Falqui est amoureux des serpents. Ce jeune éleveur vit près de Toulouse, dans le Gers. Une charade chinoise invite à deviner qui court sans jambes, nage sans nageoire et plane sans ailes. La réponse est bien sûr le serpent. Les 3800 espèces actuelles ont en commun le fait d'avoir un corps sans membres, capable de se mouvoir au sol, dans l'eau, et même de planer d'un arbre à l'autre. On ne sait pas bien encore pourquoi et comment ils ont perdu leurs pattes. C'était il y a 85 millions d'années. La grande question du public, comme des scientifiques, est donc pourquoi et comment ont-ils perdu leurs pattes ? Vous allez voir que la réponse n'est ni claire ni simple. La spécialisation des membres est souvent liée à l'habitat. Ainsi, l'apparition de nageoires chez les baleines est par exemple le résultat de l'adaptation de leurs ancêtres terrestres au milieu marin. Les bras sont devenus des ailes quand les oiseaux ou les chauves-souris ont conquis les airs. Et dans le cas des serpents, il y a deux hypothèses. La première avance une adaptation à la vie marine. Et selon la seconde, les serpents, du latin serpens qui signifie qui rampe, auraient perdu leurs pattes pour devenir fouisseurs, pour creuser, vivre sous terre, en se faufilant. Dans ce troisième épisode, Rémi va nous parler des espèces les plus remarquables, les plus incroyables, dans un grand tour du monde. Nous allons parler de vipères velues, fouisseuses ou cornues, des serpents marins, dragons, lianes, foulards ou trompes d'éléphants. Des serpents dits minutes, non pas parce qu'ils tuent en quelques minutes, des serpents aveugles et souterrains qui tirent leur nom du latin minutus, qui signifie tout simplement minuscule. Et de la plus incroyable de toutes, à mes yeux, la vipère à queue d'araignée, cette belle iranienne découverte seulement en 1968, qui porte un leurre en forme d'araignée ou de solifuge sur la queue. Attention où vous mettez les pieds, nous partons en voyage, au pays de nos frères serpents. Rebonjour Rémi, comment vas-tu ? Très bien, merci. Et toi-même ? Moi, je suis ravi de t'avoir. Tu fais partie des rares personnes qui seront passées au moins 3 fois dans Baleine et je pressens bien d'autres fois puisqu'avec toi, on a aussi prévu de parler des grenouilles et des crapauds et des tritons, des anoures et des urodèles, pour employer leurs petits noms savants. Et ça sera l'objet d'autres épisodes. Donc, tu as déjà un rond de serviette dans Baleine sous gravillon et j'en suis ravi. Je te représente vite fait. Tu es Rémi, tu habites pas loin de Toulouse, à 30 bornes de Toulouse. Tu fais métier de vendeur en animalerie, tu es spécialisé en reptiles, tu en élèves chez toi, principalement des couleuvres, tu t'es un peu départi de tout ce qui est venimeux, tu nous as expliqué pourquoi la dernière fois, et je renvoie les auditorices aux derniers épisodes, parce que c'était évidemment très intéressant, on a vraiment été très complet sur les serpents, en général, et aujourd'hui j'ai le plaisir avec toi d'aborder les serpents les plus incroyables, les plus beaux, les plus étranges, il y en a beaucoup qui vont surprendre les auditorices. Je commence avec un animal extraordinaire, j'ai appris son existence en préparant cette émission avec toi, la vipère velue, Atheris ispida. Donc c'est une vipère hirsute qui a des écailles en forme de poils qui sont carénées et retroussées. Effectivement, déjà, toujours Atheris a tendance à avoir une écaillure assez spécifique, mais effectivement, celle-ci, elle a vraiment un côté, comme tu le dis, hirsute qui est assez particulier esthétiquement parlant, ouais. Ça lui sert à quoi d'avoir des écailles en forme de poils ? Alors, j'ai pas le fin mot de l'histoire, mais je pense vraiment que c'est pour pouvoir se mouvoir dans son lieu d'origine. À mon avis, c'est pour s'accrocher, pour ne pas retomber des feuillages ou des branchages sur lesquels elle évolue. Très souvent, dès qu'on a un carénage comme ça sur les écailles, c'est très souvent lié à ça.
Ok, vipéridés suite. Alors les vipéridés, je l'avais pas dit dans les épisodes précédents, c'est à peu près 400 espèces sur les 3800 espèces de serpents. Beaucoup sont venimeuses chez les vipéridés. Donc c'est tout ce qui est crotale, vipère, etc. J'enchaîne sur la vipère fouisseuse, Atractaspis. C'est ce genre-là qui peut creuser. Et effectivement, sa particularité à lui, c'est qu'il a un crochet en fait qui sort sans qu'on ouvre la mâchoire. Donc c'est assez particulier. Bon, heureusement, c'est pas un animal qui est dangereux, toute proportion gardée, qui est agressif, on va dire, et qui se retrouve pas énormément vu que c'est un fouisseur. À moins qu'on creuse ou qu'on soulève des cailloux, on va pas tomber dessus. Mais effectivement, il a cette particularité d'avoir le crochet qui sort. Donc dès qu'on le manipule, c'est un peu tendu des fois. Ce serpent, il avait toute notre place dans notre épisode parce qu'il a vraiment des particularités incroyables. Tu l'as dit, c'est un peu le tigre aux dents de sabre des vipères. Il a des crochets qui dépassent de sa bouche même quand elle est fermée. Donc ça, c'est une première particularité notoire. 2, la vipère fouisseuse, comme son nom l'indique, peut s'enterrer. Et 3, et ça c'est le truc le plus incroyable, c'est que c'est le seul serpent dont on peut réellement dire qu'il pique. Je te laisse expliquer. C'est vrai, en fait, il a une écaille un peu spécifique au bout de la queue qui, sous le biais d'une agression, il va taper le bout de sa queue en fait vers le prédateur, l'animal qui l'importune, pour faire croire à une piqûre. En fait, il faut savoir que d'une manière générale, le venin des animaux, c'est très précieux. Il leur faut plusieurs jours, plusieurs semaines pour l'avoir. Une fois qu'ils l'ont lâché, ça va leur prendre énormément d'énergie pour revenir. Donc, ils essaient vraiment de le préserver. Et c'est une façon de dire, mais les serpents ne piquent pas comme les moustiques. Ils mordent, c'est des crochets. Parce que ça fait partie des idées reçues, il me semblait aussi, non? Oui, aussi, ouais. J'enchaîne sur d'autres serpents pareils, j'ai découvert leur existence incroyable. Alors ce sont les Acrocordes, ce sont les serpents trompes d'éléphant. Et c'est vrai que c'est des serpents qui sont tout boudinés, c'est assez rare aussi chez les serpents, ils ont des écailles qui ne se recouvrent pas les unes les autres, et donc on dirait des grosses trompes d'éléphant en fait, ces serpents-là. C'est sûr qu'esthétiquement, oui, c'est particulier, oui. Et puis au toucher aussi, c'est particulier comme animal. On les trouve en Australie, ceux-là aussi. Oui, et c'est très très caoutchouteux justement. On dirait une vieille chambre à air en fait, ni plus ni moins, dès qu'on l'a en main. C'est assez spécial. On est en pleine poésie. J'enchaîne sur le serpent marin orné qui a des pointes sur les écailles, des toutes petites pointes. Effectivement, oui, on sait très peu de choses sur ce serpent, hormis qu'il a vraiment un venin monstrueux. On n'a pas vraiment le fin mot de l'histoire par rapport à son écaillure. J'ai entendu dire beaucoup que c'était par rapport au fait d'avoir une écaillure comme ça, les prédateurs avaient beaucoup de mal à l'ingérer, une proie pas forcément facile. Le suivant que j'ai sur ma liste, c'est le langaa, qui vient de Madagascar, et qui a un appendice qui lui permet de se camoufler. Est-ce que tu peux me parler de ce langaa? Il y a beaucoup de serpents malgaches qui ont un peu ces particularités, mais même les animaux malgaches d'une manière générale sont vraiment assez spécifiques. On voit qu'ils ont évolué d'une manière différente de tous les autres. Beaucoup l'ont cette particularité-là au bout du nez, effectivement, avoir donc une écaillure très prononcée qui va lui donner une forme de bourgeon, un petit peu une forme de bout de branche, apex. Et s'il ne bouge pas, qui va se fondre vraiment en un mimétisme parfait. Il y a beaucoup de serpents quand même qui ont un prolongement de ce qu'on appelle cette corne. Ça arrive très régulièrement, mais pas autant aussi prononcé que celui-ci, effectivement, qui est quand même assez aberrant. Donc ça, c'était le langaa de Madagascar, un Madagascar qui est un trésor pour les naturalistes et la biodiversité. Et en effet, ce serpent, les auditeuristes pourront le regarder sur Internet, le langaa, L-A-N-G-A-H-A, ressemble à un rameau de branche par terre quand il bouge pas, grâce à cette espèce d'appendice au bout de son nez qui ressemble à un bourgeon, tu l'as très bien dit. J'enchaîne sur une couleuvre, cette fois-ci, sur la couleuvre à col rouge. Alors elle a une particularité très intéressante, elle recycle le poison des crapauds dont elle se nourrit. Oui, et c'est le seul serpent qui est non pas venimeux mais vénéneux en fait, donc c'est vrai que c'est vraiment une particularité. Donc effectivement, il va se servir, comme le font par exemple les dendrobates, qu'on connaît bien, il va se servir en fait du venin de sa proie. Pardonne-moi Rémi, juste pour ne pas laisser un mot un peu inconnu, inexpliqué, les dendrobates, explique ce que c'est? C'est des petits amphibiens très colorés qu'on voit en forêt amazonienne, que les Indiens en fait ils vont prendre pour badigeonner leurs flèches. Ils ont le curare, tu sais, sur la peau, donc ce poison assez violent. Et effectivement, ce curare ne le produisent pas, elles vont le prendre en fait dans leur alimentation. C'est pour ça d'ailleurs que les dendrobates, donc ces grenouilles-là en captivité, on peut très bien les manipuler à la main. C'est pas conseillé, encore une fois, mais on peut très bien les manipuler à la main étant donné qu'elles n'ont pas de poison, parce que nous, ce qu'on leur donne ne contient pas de poison.
Oui, les dendrobates, l'étymologie est claire comme de l'eau de roche. Dendros, c'est l'arbre. Bat, c'est tout ce qui est batracien. Les dendrobates, ce sont les petites grenouilles arboricoles très colorées qu'on trouve notamment en Amazonie. Et tu l'as très bien dit. C'est en badigeonnant leurs flèches avec la peau de ces dendrobates que certaines tribus indiennes fabriquent le poison qui sert à empoisonner les flèches de leurs sarbacanes qui leur servent à tuer des singes, par exemple. C'est ça. Voilà. Donc ça, c'était pour la couleuvre à col rouge qu'on trouve où? C'est les rhamnophis, ça, il me semble que c'est Amérique, ça. C'est américain, ça. D'accord, Nouveau Monde. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la couleuvre à col rouge. J'enchaîne sur les leptotyphlopidés. Alors vraiment, c'est ceux qu'on connaît le moins. Ce sont ces tout petits serpents, on les a évoqués au premier épisode, qui peuvent faire moins de 10 cm à l'état adulte. Ce sont les plus petits serpents du monde, qui sont primitifs, aveugles et fouisseurs. J'ai presque tout dit, du coup, est-ce que tu as quand même 2-3 trucs à rajouter sur les typhlopidés? J'ai pas grand chose de plus à dire, effectivement. Hautement menacés. Honnêtement, c'est parmi les plus menacés parce que ils sont vraiment en contact du sol. Donc pour le coup, ils sont vraiment tributaires de ce que nous on en fait. Donc là, ils ont pas de plan B, ils peuvent pas s'échapper seuls. Donc effectivement, c'est ceux qui sont en général le plus sensibles dans les populations. C'est drôle, je me souviens un jour, il y a un élève du lycée où j'étais qui vendait des tout petits orvets. Alors, on l'a déjà dit qu'ils ne sont pas des serpents, hein, qui sont des lézards sans pattes. Mais ils vendaient dans des boîtes d'allumettes des bébés orvets. C'était assez drôle. Hein. Ta vocation de vendeur d'animaux, enfin, tu l'as dit, tu es un passionné d'animaux. Lors du premier épisode, tu avais expliqué que, voilà, tu en as fait métier parce que tu adores les animaux. Mais ta passion des serpents, elle est née comment? Je te le demande au passage. C'est une très très bonne question. En fait, j'ai toujours été attiré par les serpents. Je sais que ma mère me racontait qu'à 3-4 ans, qu'il y avait des vipères dans le jardin, qu'elle appelait les pompiers, elle devait me surveiller parce que c'était moi qui essayais d'attraper les vipères. Puis surtout, j'ai jamais été braqué en fait par mes parents parce que je vois très bien sur les différents magasins, dans les différentes interventions que j'ai pu faire, 9 fois sur 10, dès qu'il y a une phobie, elle est inculquée par nos parents, il n'y a pas de secret. Donc si on a un parent qui est un petit peu ouvert et qui nous aide à découvrir ce dont on a peur et qu'on ne connaît pas, ça va aller beaucoup plus facilement, beaucoup mieux que si devant un serpent on dit oh mon Dieu quelle horreur, quelle bête immonde, etc. Mais c'est vrai que très souvent ce genre de peur a tendance à être inculquée par les parents. Moi, j'ai eu le bonheur d'avoir des parents qui étaient très ouverts là-dessus, donc je pense que ça a vraiment aidé. Il y a un truc tout bête qu'on n'a pas encore fait, cher Rémi, on va le faire maintenant. Apprends-nous, en 2 phrases, à distinguer une couleuvre d'une vipère. Un serpent élancé, c'est une couleuvre, déjà on peut pas se tromper. Un serpent trapu, prenez vos distances. D'accord. J'ajoute que les vipères, tu l'as dit, sont petites et trapues. Les couleuvres ont une tête plutôt ronde, les vipères ont une tête plutôt triangulaire. En général, l'œil de la vipère, c'est une petite fente, alors que les couleuvres ont des pupilles rondes la plupart du temps. Et puis, je pense que tu l'as évoqué aussi, les couleuvres, on les trouve surtout dans les endroits humides, alors que les vipères élisent domicile dans des pierriers, dans des endroits plutôt secs. J'ai bon ou pas? Au niveau de l'humidité, je suis pas forcément persuadé, mais effectivement, la vipère, on la trouve très souvent dans les pierriers, parce que là où est-ce que se situe, c'est plus ou moins les seules choses où est-ce qu'elle peut se cacher. Il n'y a pas vraiment de forêt, très souvent, effectivement, sont dans les pierriers. Bon, ces petits rappels n'étaient pas inutiles, et tu as très bien dit que les venins des vipères est pas forcément dangereux. Il n'y a aucune raison de tuer une vipère ou d'avoir peur d'une vipère. On a plus de chances de se faire mordre en essayant de la tuer qu'en la laissant tranquille, mais 1000 fois. Donc au final, pourquoi prendre des risques? Et c'est illégal. Ah, c'est illégal, oui. Alors, très juste, merci de le dire. Alors, est-ce que tous les serpents français sont protégés ou juste les vipères? Oui, j'irais même jusqu'à dire que tous les reptiles français sont protégés. On n'a pas le droit de les détruire, de détruire non plus leur habitat. On n'a pas le droit de les déplacer, de les prélever, etc. Sauf dérogation, bien entendu. Il y a tout de même une petite parenthèse qui fait grosse polémique depuis toujours au niveau des vipères. C'est qu'on a le droit à leur destruction si notre santé, entre guillemets, si notre santé en dépend. Donc si on se sent en danger, on a le droit de tuer la vipère. C'est très subjectif, mais ça reste quand même une clause en France. Donc on a le droit, sous certaines conditions, de tuer les vipères. Ah, alors ça, je l'ignorais, et effectivement, c'est un point aveugle que je trouve étrange dans la loi. Ok. Enfin, ok, pas ok. J'enchaîne. Alors justement sur une vipère, cher Rémi, c'est peut-être une vipère qui va dire quelque chose à certaines personnes qui regardent les docus de la BBC. Je vais te parler de la vipère à queue d'araignée. Pseudocerastes, j'arrive pas à me relire. Mais c'est une cerastes, donc c'est une vipère qui a une queue qui imite un insecte. Explique-moi comment ça marche, cette vipère qui vit en Iran et qui a été découverte très tard. Elle a été découverte en 1968 et qui a un leurre en forme d'insecte au bout de la queue. Raconte-moi cette vipère incroyable.
C'est ça, effectivement, elle a été découverte tard, mais en plus de ça, elle a été décrite super tard, 2005, 2008, un truc comme ça. Donc il y a quelques vidéos, pas beaucoup, il y a 2-3 vidéos qui circulent, qui sont assez éloquentes, effectivement, sur la manière qu'elle a de se servir de son leurre, qui ressemble ni plus ni moins, en fait, à une araignée, en fait, à une grosse araignée. Elle va l'agiter, et les rares oiseaux, parce qu'elle vit dans les montagnes iraniennes où il y a quand même pas beaucoup de vie, les rares oiseaux qui vont passer par là vont être attirés par cette source potentielle d'alimentation et vont aller se poser directement sur l'animal, parce qu'en termes de mimétisme, il est parfait, il ressemble vraiment à un bout de roche là où il évolue. Donc en fait, il va se lever, il va se mettre en boule, il va agiter sa queue devant sa tête, et tout ce qui passe pour essayer de manger sa queue, il va le consommer. C'est pas quelque chose qui est très souvent employé. C'est employé pour certaines tortues, pour quelques poissons, on va dire, mais c'est pas quelque chose qui est employé régulièrement pour les reptiles et pour les serpents. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, le fait d'utiliser un leurre. De manière assez taquine, mais aussi assez loyale, on avait reparlé, toi et moi, après le dernier épisode, et c'est vrai que toi et moi, on s'était opposés sur un point, c'est permis parfois de ne pas être d'accord. Je t'avais dit que je n'étais pas d'accord sur le fait que tu dises que les serpents étaient bêtes ou pas intelligents. Et c'est l'occasion pour toi, parce que tu m'avais dit que tu regrettais cette phrase, et si tu veux, c'est l'occasion d'en reparler, de mettre les choses à plat. C'est vrai que c'est un cadeau et une invention incroyable de l'évolution. Ce serpent, qui a inventé, entre guillemets, un tel leurre pour chasser, c'est quand même pas commun. Et donc, si tu veux, tu as l'occasion de redire un mot sur cette histoire d'intelligence. C'était un petit regret que tu avais la dernière fois. C'est ça, en fait, on a toujours tendance, par la force des choses, en fait, à qualifier l'intelligence, effectivement, à un QI, ni plus ni moins. C'est vrai que ça va au-delà de ça. L'intelligence, par définition, c'est la capacité d'adaptation d'une espèce. Donc là, pour le coup, on voit que c'est un animal qui est ultra intelligent. Moi, j'entendais dans le sens intelligent, ils n'ont pas des facultés très importantes. Donc on peut pas leur demander de faire certaines choses, de comprendre certaines choses. Ils n'ont pas des capacités cognitives pour. Par contre, effectivement, ils ont une faculté biologique qui est monstrueuse d'adaptation. Effectivement, là, on le voit. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont colonisé tous les milieux. Mais là, on le voit effectivement que qui aurait pu faire ça mieux qu'un serpent pour avoir des écaillures aussi aberrantes au bout de la queue et avoir l'intelligence, entre guillemets, là on reprend le terme, de l'agiter devant son nez pour pouvoir attirer des animaux. C'est quand même hautement incroyable là pour le coup. Très juste. Alors, j'insiste un peu dans cette petite parenthèse qu'on est en train de faire, parce que la dernière fois, quand on s'en était réexpliqué, hors antenne, entre guillemets, tu m'avais dit que tu avais parlé de ça parce que tu voulais pas que les gens qui t'achètent des reptiles et des serpents soient déçus, parce qu'un serpent, c'est pas affectueux, c'était dans le sens de reproduire des choses ou que ce que les gens pouvaient en attendre. C'est ça que tu m'avais dit la dernière fois. C'est ça, on a toujours tendance à un animal de compagnie, parce que même si c'est un NAC, un nouvel animal de compagnie, ça en reste un, malheureusement, je le déplore. On a toujours tendance à l'apparenter à un chien, un chat, et à nous demander ce genre de comportement-là dès qu'on n'a pas la connaissance de l'animal. Tu me disais qu'il y avait des gens qui voulaient dormir avec leur serpent, j'ai trouvé ça incroyable. Bien sûr, il y a des gens qui veulent pas forcément dormir, ça arrive, c'est pas le pire. Par contre, les sortir tous les jours. Par exemple, il se balade dans le terrarium, sauf que le serpent n'a pas la notion du verre. Donc en fait, il va se balader, forcément, il va tomber sur une paroi, il va essayer de l'escalader. Ça, pour eux, ça veut dire, mon serpent, il a envie de sortir. Non, ça veut juste dire que ton serpent, il est en train de se balader, il s'appuie contre une paroi. Et donc, ils vont le sortir tous les jours. Et ça va avoir un impact négatif sur l'animal. Un serpent, c'est pas quelque chose qu'on manipule. Nous, on est un prédateur pour lui. Donc à chaque fois qu'on va le prendre en main, il a l'impression qu'il va mourir, qu'il va se faire buter. En plus de ça, il y a un impact au niveau de la température. On est à une moyenne de 20-22 degrés dans nos intérieurs. Son terrarium, il va être plutôt à 26, 28, 30 degrés. Donc il va se prendre une grosse claque au niveau de la température. Si on fait ça plusieurs heures par jour, plusieurs jours par semaine, c'est problématique. On est susceptible de porter des pathologies sur nous. On est susceptible de porter les pathologies du serpent dès qu'on le manipule. Enfin, tout ça fait que un serpent, plus on l'observe et moins on le tripote, et mieux il se porte et mieux nous on se porte au final par la force des choses. Donc moi j'ai toujours tendance à dire qu'un serpent, au même titre qu'un aquarium, ça s'observe. C'est pas là pour avoir une interaction. Si vous voulez une interaction, vous prenez un chat ou un chien, mais vous prenez pas un serpent. C'est très clair et je suis très content d'avoir, reprécisé ça, et j'espère que tu es content aussi. Merci de m'avoir permis de le dire. Bah non, c'est normal, c'est une conversation. Non, écoute, c'est parfait. On va enchaîner sur nos serpents particuliers. Je voudrais maintenant que tu me parles du serpent à tentacules. Tu l'as déjà mentionné dans les épisodes précédents. C'est l'Herpeton tentaculum. Donc voilà, c'est le serpent à tentacules. C'est un serpent qui vit dans l'eau, un serpent asiatique. Parle-moi de ce serpent incroyable. Alors lui, il a plein de particularités. On pourrait y passer des heures. Le fait qu'on avait spéculé sur le fait qu'il était végétarien, parce que de temps en temps, il attrapait un peu de végétaux en mangeant. Donc on a retrouvé des végétaux dans son estomac. Donc on a cru qu'il était végétarien. À tort, on s'est rendu compte après que c'était à tort. Il a, en plus de ça, en particularité, 2 appendices au niveau du rostre qui lui donnent justement, d'où son nom, cet aspect donc de tentacule.
On n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants de ces certaines tentacules, mais il les a, et c'est vraiment esthétiquement parlant, c'est quand même assez aberrant. Et en plus de ça, il a une autre particularité qui est pas des moindres. Il va jouer sur les réflexes des poissons à faire ce qu'on appelle la virgule. Un poisson, dès qu'il sent une vibration d'un côté, qu'il ressent comme un danger, il va faire par réflexe une virgule du côté opposé, ce qui semble tout à fait logique, et c'est sa manière à lui de se sortir de n'importe quelle situation. L'herpéton tentaculum a l'intelligence juste derrière le poisson. Il forme donc un espèce d'arc de cercle. Il va projeter une onde qui va obliger le poisson, qu'il le veuille ou non, à faire une virgule du côté opposé, donc à tomber directement dans la bouche du serpent. Donc en fait, il l'oblige, sans le vouloir, hop, à rentrer dans sa bouche. Et c'est quelque chose qui marche incroyablement bien, parce qu'en fait, il fait appel à un réflexe que le poisson ne peut pas contrôler. Magnifique, j'ignorais cet aspect de l'herpéton tentaculum. Tu l'as bien dit. On va enchaîner sur le serpent dragon. Encore des noms incroyables, le serpent dragon, Xenodermus javanicus. Alors ça, c'est effectivement un serpent qui, esthétiquement parlant, qui plaît à énormément de gens parce que, justement, il n'a pas du tout un aspect de serpent. On va pas se mentir. On dirait vraiment un dragon. Il est sorti d'un conte de fées. Donc c'est vraiment très très bizarre. Par contre, ça, c'est typiquement le genre d'animaux que je regrette, entre guillemets, de voir, parce que les gens essaient de l'obtenir tellement il est extraordinaire. Sauf que ça, c'est pas les animaux qu'on reproduit encore très bien. Donc, tout ce qu'on va trouver, c'est typiquement des animaux qui sont prélevés dans la nature et qu'on n'a pas encore assez de recul pour pouvoir les maintenir correctement, donc ils vont très souvent mourir chez nous. Donc ça, c'est des animaux qu'on va payer un bras. On a dépensé du CO2 pour les importer. Combien ça coûte un serpent comme ça, par exemple? C'est tellement rare, j'en ai jamais vu à la vente. Je sais que ça se vend, je sais qu'il y a certaines connaissances, entre guillemets, qui en ont eu et qui les ont fait mourir par manque de connaissances, malgré ce qu'ils disaient. Bon, à mon avis, ça doit être autour de 400-500 euros, donc ça reste abordable, entre guillemets, mais pour un animal qui a 9 chances sur 10 de mourir dans nos mains, je trouve ça un petit peu dommage. Il faut le laisser dans la nature. Essayez d'attendre un peu que les gens dont il est originaire arrivent à avoir le recul de la reproduction. Et à ce moment-là, pourquoi pas essayer d'en importer. Mais on va pas se faire plaisir avec des animaux prélevés qui vont mourir chez nous. Après, il y en a beaucoup qui essayent pour les reproduire en captivité et repartir. Mais on n'a pas encore les facultés de le faire. Cette espèce-là, pour moi, non. Très bien, ce message est bien reçu, cher Rémi. On va enchaîner sur le serpent liane, qui est un de mes petits préférés, donc Telotornis. On va voir que dans son nom, il y a l'idée d'oiseau. C'est d'ailleurs son autre nom, le serpent oiseau, qui est proche du boomslang. Donc tu vas me faire un petit 2 en 1, tu vas me parler des deux. C'est des serpents africains, je le précise. C'est vrai qu'ils sont tous les deux arboricoles, tous les deux venimeux à toute proportion, parce qu'il y en a un qui est quand même beaucoup moins. Le serpent liane a la particularité d'avoir justement cette petite excroissance donc au niveau du nez, qui donne un aspect esthétique assez particulier. Et effectivement, ils sont très fins, très fins, donc avec un corps très préhensile et qui vont se retrouver tout le temps en hauteur, en canopée, en hauteur des branches en général. Et qui vont se nourrir de petits lézards, de petits oiseaux dès qu'ils ont la possibilité, parce que c'est quand même un serpent de petite taille, voilà, plutôt arboricole. Alors, on a évoqué le boomslang. Je trouve que c'est un des plus beaux noms d'animaux en général et de serpents en particulier. Parle-moi du boomslang. Qu'est-ce que c'est que ce serpent? C'est un petit serpent, enfin petit, c'est relatif, c'est un serpent donc arboricole également africain, assez virulent au niveau du venin. Heureusement, c'est pas non plus un serpent trop agressif, bien que le terme agressif n'est pas forcément employé avec les animaux. C'est juste qu'ils ont une réponse plus ou moins importante à notre agression, parce qu'il n'y a pas de serpent agressif, il y a juste des serpents réactifs. Mais c'est relativement intéressant comme animal. Il est trop peu connu encore, malheureusement, pas vraiment apprécié en Afrique parce qu'il fait quand même pas mal de morts. Ok, on va quitter un peu ces serpents venimeux. Alors juste avant de se faire, je voudrais te demander si, là on vient de parler du serpent liane, qu'on appelle aussi le serpent oiseau, il y a des serpents volants, c'est les mêmes? Non, du tout, c'est un petit peu différent. Visuellement d'ailleurs, ils sont, c'est subjectif, mais moi je les trouve vraiment bien plus jolis. C'est des serpents en fait qui ont la capacité de s'aplatir, d'aplatir leur corps vraiment au maximum et de se propulser d'une branche et en espérant en trouver une autre. C'est pas, ils vont pas la viser, hein. Enfin, s'ils peuvent, ils la visent, mais très souvent c'est pour échapper à un prédateur, donc ils ont le feu aux trousses. Ils vont se jeter dans le vide, et très souvent, ils savent qu'il y a un arbre pas loin, en planant, en faisant un déplacement, donc comme s'ils ondulaient, et ils arrivent comme ça à se déplacer à l'horizontale en tombant, bien entendu. Ils arrivent quand même à se déplacer relativement bien, et c'est pas improbable dans certaines parties d'Asie de tomber sur des animaux qui nous passent en volant dessus de la tête comme ça. C'est assez sympa. Oui, j'invite les auditoristes à regarder des vidéos de serpents volants. C'est comme s'il circulait dans l'air et il a le corps tout aplati et donc ça lui donne un maximum de portance et ça lui permet de, non pas de voler, le mot est abusif, mais de planer.
C'est ça. J'enchaîne, cher Rémi, dans la liste de serpents que tu m'as proposé, parce qu'il faut quand même reconnaître que tu as bien travaillé. Je t'ai demandé, de quel serpent incroyable on va parler. Tu m'as fait une très belle liste. Tu y as mis le boa arc-en-ciel, qu'on appelle aussi le serpent foulard. Oui. Je l'ai mis parce que je pense déjà qu'il est un peu connu. Très souvent, on le voit en photo. En fait, pour symboliser le phénomène d'irisation, en fait, c'est vrai que il a un côté irisé qui est vraiment magnifique. Tous les serpents ne l'ont pas aussi prononcé du moins. Mais il y a certains serpents qui ont vraiment un côté irisé magnifique, spectaculaire, dont le boa arc-en-ciel, qui lui, pour le coup, le symbolise bien. Irisation, on a bien compris. Alors, on va enchaîner sur une autre star, encore une vipère, qui est Cerastes cerastes. Elle est très connue des terrariophiles, donc vipère typique, tête triangulaire, vipère à cornes, donc elle a 2 petites cornes au-dessus des yeux. Et tu vas nous le rappeler, c'est elle qui a ce mode de locomotion pareil, qui est très spécial, qui est latéral. Reparle-moi de cette vipère à cornes, s'il te plaît. Comme beaucoup de serpents qui sont présents dans ces milieux très chauds, donc type désertique, etc., passer une certaine heure de la journée, normalement ils sont pas censés trop se déplacer, mais il se peut qu'il y ait un prédateur ou une proie qui les déloge, donc effectivement ils vont se déplacer sur le sable chaud. On sait qu'ils sont très très sensibles en fait à la chaleur, ils sont plus sensibles les reptiles à la chaleur qu'au froid, contrairement à ce qu'on peut croire. Un excès de froid, ils vont juste rentrer en léthargie, un excès de chaud, ils vont mourir. Donc ils font vraiment attention à ça, ils se préservent par rapport à ça. Donc s'ils peuvent avoir le moins de contact possible, ça se voit aussi avec les lézards d'ailleurs du Sahara, ils essayent d'avoir vraiment le moins de contact au niveau du sol pour tout simplement pas mourir. C'est bien clair. Et tu avais dit, je m'en souviens, je sais plus si c'était le premier ou le deuxième épisode auquel je renvoie les auditoristes, tu avais dit que son mode de locomotion était optimal parce que le sable peut être très chaud. Et donc il y a 2 adaptations, c'est que les points de contact avec ce sable très chaud sont réduits à 2 points, tu l'avais très bien dit, pour éviter de trop chauffer, parce que en effet j'ai noté que pour la vipère à cornes, si la température est supérieure à 44 degrés pendant trop longtemps, ce serpent meurt. Tu l'as dit, et donc il a aussi la capacité de s'ensabler, c'est-à-dire de se mettre, de rentrer. Raconte-moi cette manière de se protéger de la chaleur. Mis à part du sable, il n'y a pas grand-chose. Donc s'il a la chance de trouver un petit buisson, il va s'abriter un petit peu à l'ombre. Par contre, sinon, effectivement, il sera obligé de s'ensabler. Donc il va pas s'ensabler au même titre qu'on en a parlé précédemment pour le serpent groin, par exemple. Il va pas s'ensabler par le nez. Il va s'ensabler en faisant un mouvement latéral en fait de son corps. Donc il va s'enliser, ni plus ni moins, dans le sable, de manière à laisser dépasser uniquement sa tête et à ne pas laisser de traces, super important. Et on le sait, le sable c'est quand même assez hermétique, donc la chaleur ne pénètre pas. Dès qu'on s'enterre ne serait-ce que de 10 cm, en termes de température, en termes d'humidité, ça n'a rien à voir à la température, à l'humidité de surface. Donc là, elle est à l'abri. Cher Rémi, le temps est passé trop vite, comme souvent, et on arrive déjà à la fin de cet épisode sur les serpents très particuliers, les serpents étranges, les plus beaux, les plus incroyables. Donc je vais te dire au revoir pour cette fois-ci, et tu vas revenir en 4e semaine, comme on dit, pour finir cette évocation des serpents les plus précieux, les plus magnifiques. Donc tout simplement, merci, au revoir, à la prochaine. Au revoir Marc. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Merci de partager le lien de Baleine sous Gravillon et de vous abonner si vous avez aimé. Des étoiles et des commentaires sont les bienvenus si vous écoutez l'émission sur iPhone. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent aussi nous aider en faisant un don sur le site Tipeee. Merci par avance. Vos critiques, conseils et suggestions sont aussi les bienvenus sur la page Facebook de Baleine sous Gravillon. Je remercie mes équipiers pour leur aide précieuse, ainsi que Félix Labande, l'auteur sud-africain de la chanson du générique. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.